notre sujet, c'est débloquer une transformation par la face sud. Et donc, on va accueillir Marie, Emmanuel, donc Marie-Carlo qui est directrice de la transfo chez Engie en B2C, et puis Emmanuel, notre associé qui a accompagné Marie dans cette démarche de transformation. Nous sommes chez Engie. Donc Engie, tout le monde connaît, hein, c'est un des leaders de l'énergie. C'est une grande entreprise et il y a plusieurs appels business unit. Et ce soir spécifiquement, on est dans la business unit que nous, en tant que Français particuliers, on connaît le plus. C'est la business unit qui s'appelle France B2C. Et donc, c'est les pubs qu'on voit à la télé, quoi, tout simplement. Engie, c'est un énergéticien, il vient du monde du gaz. Et donc, on comprend assez bien qu'en termes de transformation, il y a du chemin à faire puisque il y a la transition énergétique, ça c'est assez évident. C'est un ancien monopole et donc il y a des contraintes juridiques assez fortes. Il y a un contexte de transformation qui est assez profond et important. Ça fait depuis plusieurs années qu'ils ont lancé plusieurs plans de transformation. Ce dont on va parler ce soir, ça commence au début de l'année 2020, quand Marie-Carlo prend ses fonctions de directrice de la transformation de cette BU. C'est le troisième plan de transformation. Cette business unit, elle a une particularité, c'est qu'elle est constituée de plusieurs filiales. Si on fait court, chaque métier a une filiale et chaque filiale, elle a son directeur général, son compte de résultats propres. Elles sont tous ensemble parce qu'elles servent des clients particuliers en France. Et ce qui va nous occuper spécialement ce soir, c'est deux filiales spécifiques qu'on va appeler pour simplifier une énergie et l'autre service. Donc énergie, comme son nom l'indique, elle vend de l'énergie. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a à peu près 1000 personnes et que tout le monde est à peu près sur le même site, quoi. Et l'autre grosse filiale, elle s'appelle service, 4000 personnes réparties dans 300-400 agences en France, quoi. Et un des enjeux de la transformation, ça consiste à créer des synergies entre ces deux filiales. Et au moment où Marie arrive, elle doit initier donc le troisième plan et il y a déjà un projet de synergie qui a été lancé. Je prends mon poste au mois de mars 2020. Quand je prends le poste de directrice de la transformation, j'hérite globalement d'un périmètre qui fonctionne bien. C'est vrai, comme tu l'as dit, ça fait plusieurs années que Engie et que la BU spécifiquement est engagée dans un processus de transfo. Il y a des résultats, ça avance à bon rythme, c'est porté par un CEO très inspirant et moteur. Donc globalement, j'ai un tableau, ça fonctionne. Mais il y a un projet hyper ambitieux qui a été lancé l'année précédente, en 2019. Un projet qui propose d'aller encore plus loin dans les synergies entre effectivement l'entité qu'on appellera énergie et l'entité service. Et ce projet-là, quand j'arrive, on est dans une situation qui est bloquée. Au mois de mars, on a des résultats qui n'arrivent pas. Il y a eu des objectifs très ambitieux qui ont été construits et fixés l'année précédente. Et au mois de mars, il n'y a pas un chiffre qui décolle. On a des équipes qui sont fatiguées parce que pour autant, elles ont travaillé comme des dingues depuis 1 an pour essayer de construire toutes ces synergies additionnelles. Et donc, il y a un énorme investissement humain et le caractère super décevant qu'il n'y a pas de résultat. Il y a des tensions également entre une entité hyper centralisée comme énergie et une entité, l'entité service, qui est éclatée sur le territoire avec plein d'agences. C'est deux cultures super différentes qu'on doit faire travailler ensemble. Quand on doit travailler ensemble et qu'on s'investit beaucoup et qu'on n'a pas de résultat, en général, on s'engueule. Donc, c'est effectivement une situation un peu tendue avec une recherche de responsabilité, une défiance qui s'est introduite. Et en plus, on est au mois de mars, donc arrive là-dessus le Covid, qui fait que d'un côté comme de l'autre, les impacts sont énormes. Pour la filiale service, dont l'activité, c'est d'intervenir tous les jours chez les clients, du jour au lendemain, alors que c'est un virus qu'on ne connaît pas encore bien, qu'il n'y a pas de masque, pas de gel, etc. Au démarrage, tout doit être réorganisé. Et dans l'entité énergie, il y a également des impacts opérationnels énormes. Donc, d'un côté comme de l'autre, la tentation super forte de se recentrer sur le cœur de métier parce que c'est ça la priorité, et une difficulté à donc rester engagé sur le projet de transformation plus long terme qui est un peu mal engagé. On me dit à la fois ce projet, c'est un échec total, et ce projet, c'est super. On parle de diagnostic partagé, là on était à peu près dans l'antithèse de tout ça, puisqu'il y avait effectivement une vision super contradictoire de là où on était, quoi. Avec notamment du coup, d'un côté, ceux qui pouvaient dire c'est super, il y a juste le Covid qui nous en empêche, ça repartira, et ceux qui au contraire disaient bon, le Covid il a bon dos, il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas plus réussi. Donc moi je suis directrice de la transfo, mais j'ai un chef, il le portait beaucoup personnellement, ce projet, donc il voulait que ça marche, et donc il avait bien compris qu'il y avait effectivement un blocage, et donc très vite il prend 2 décisions. La première déjà, c'est de ne pas arrêter, mais de prioriser. L'ambition qu'on avait fixée dans un contexte hors Covid, on la revoit à la baisse, donc il y a certaines choses qu'on avait prévu de faire, on assume de ne pas les faire, mais en revanche on n'arrête pas tout, et donc on dit aussi qu'on continue sur l'essentiel. Par ailleurs, il travaille lui de son côté déjà au déblocage, mais pas en mode diagnostic partagé, en mode j'écoute chacun vraiment, et je me fais mon diagnostic et je vais très vite à la solution et aux pistes pour débloquer. Je me dis, si on passe trop vite à la solution, on n'aura
pourra pas collectivement tirer les enseignements de qu'est-ce qui marche pas, et chacun va s'imaginer les raisons pour lesquelles on adapte. Certains, par exemple, ceux qui pensent que c'est un échec vont continuer à penser que finalement ça n'a pas marché et que les solutions qu'on propose, c'est une façon élégante de ne pas dire qu'on arrête. Chacun va rester dans son registre d'interprétation. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on soit d'accord sur le diagnostic pour qu'on aille pour les mêmes raisons vers les solutions. Ça passe d'abord par une grosse phase d'écoute. Voilà, aller voir tous les acteurs principaux, parties prenantes du projet, et écouter ce qu'ils ont à dire. Enfin, quelle est leur vision, quelles sont leurs bonnes raisons de mettre des freins, leurs vraies contraintes, essayer du coup de faire la part entre le manque d'alignement, de motivation ou les vraies contraintes opérationnelles, parce que évidemment qu'on répond pas de la même façon aux deux problèmes. Donc il y a une phase d'écoute d'abord individuelle. À la fois j'ai écouté les uns et les autres, et j'ai aussi aidé, fait en sorte que les patrons des deux PNL principaux finalement partagent aussi leur vision, donc recréer du lien beaucoup. Et donc une fois que j'avais cette écoute individuelle, pour le coup le diagnostic partagé, c'est moi qui l'ai construit. C'est vrai qu'au démarrage, moi je me serais dit on va les mettre tous dans une salle, puis on va faire un atelier et ensemble on va construire un diagnostic. Et donc c'est ce que je leur ai proposé au démarrage. Et j'ai eu un niet assez franc et massif. Les gens en fait ils étaient dans un tel état de fatigue, de lassitude, de crispation. Avant que j'arrive, l'exercice avait déjà été tenté et ça n'avait pas bien marché. Donc du coup, comme cette voie ne marchait pas, on s'est dit le diagnostic, faisons-le à partir de tout ce qu'on a entendu, à partir aussi des chroniques de vente, etc., enfin des indicateurs très opérationnels et factuels. On a proposé un diagnostic qui nous semblait le plus honnête sur la situation, à la fois sur l'aspect factuel et puis les aspects aussi plus organisationnels, symboliques, etc. Donc d'abord, on l'a partagé qu'avec l'équipe cœur du projet. À la fois, on l'a partagé et puis c'était du coup l'idée de le consolider, donc de tenir compte de l'ensemble de leurs remarques. Et l'idée à la fin de ce diagnostic, c'était de s'assurer que tout le monde s'y reconnaissait. Donc ça, d'abord, on l'a présenté en équipe projet et ensuite, on l'a partagé en codir et en associant du coup à la fois ce diagnostic et ce qui permettait d'embrayer plus naturellement sur les solutions qui reprenaient à 80% les préconisations qu'avait quelque part déjà fait mon chef quelques semaines avant, mais qui là, du coup, émergeaient plus collectivement, quoi. Et puis ensuite, le dernier temps, on l'a cascadé aux différents cercles de management. Ce qui était important aussi, c'est qu'à partir du moment où on l'a cascadé au cercle de management, pour le coup, c'est plus moi qui le portais, c'est les patrons des entités qui portaient le diagnostic devant les troupes. Bon, la chance qu'on avait, c'est que globalement, tout le monde y croyait au projet. Le deuxième point favorable, je pense aussi, c'est le fait de ne pas avoir arrêté. Après, ce qui a été hyper important, un des facteurs clés, ça a été, pour pouvoir débloquer, c'est de reconnaître que ça n'avait pas bien marché, que mon chef reconnaisse qu'effectivement, on n'était pas du tout au résultat qu'on avait attendu pour le moment. À la fois, on a reconnu que ça n'avait pas marché, mais en même temps, tout en reconnaissant que finalement, c'est normal parce que c'est trop ambitieux, qu'on réussira quand même laisser une porte au fait qu'on réussira plus tard. L'étape importante, c'était de se fixer des objectifs réalistes et partagés pour l'année 2021. Un dernier point important, c'est aussi qu'on a clarifié ce qui ne changerait pas. C'est que pour que ça redémarre, on est aussi passé par l'explicitation de périmètre et de l'ambition du projet. Pour autant, c'est pas le grand soir et on change pas tout. Il y a eu quand même l'impulsion du coup de mon chef qui à la fois a continué à porter l'ambition et la volonté sur le fait de maintenir le projet, qui acceptait de mettre un peu de temps et donc de pas sauter direct à la solution, mais laisser ce temps d'échange et d'écoute dans les équipes. Je pense qu'il a été important aussi dans le diagnostic, c'est de remettre au centre les deux patrons des deux entités qui en fait avaient été quelque part presque un peu bypassés dans le projet de synergie où on avait nommé 5 experts qui étaient concrètement à leur niveau N-1. Remettre les patrons au centre, ça a été hyper utile en fait.